Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation du projet Biblius qui consiste à déployer le prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires du Québec. Mon nom est Nancy Lusignan, je suis chargée de projet chez BiblioPresto. Je vous présente dans quelques instants BiblioPresto, notre organisme. Un plan général de la présentation, une brève introduction. Ensuite, je vais vous mettre en contexte le projet. Ensuite, vous présenter vraiment le projet, en quoi il consiste, quels sont les différents volets sur lesquels on doit se pencher. Je vais vous parler du calendrier de déploiement du projet Biblius, terminer avec une petite démonstration de la plateforme si le temps nous le permet, ainsi qu'une période de questions. J'ai prévu une dizaine de minutes pour les questions que vous pourrez nous faire parvenir. J'ai une collègue qui est avec moi, Sarah Kim Poirier, qui est également chargée de projet chez BiblioPresto, qui va me faire parvenir vos questions et donc on pourra y répondre à la fin de la rencontre. Allons-y. En introduction. D'abord, qu'est-ce que BiblioPresto? BiblioPresto, on est un organisme à but non lucratif qui a été mis sur pied en 2012 par un regroupement de bibliothèques publiques québécoises, donc l'Association des bibliothèques publiques du Québec, la Grande Bibliothèque, ainsi que les réseaux biblios du Québec. Notre mission est de développer des services numériques pour vraiment soutenir les missions des bibliothèques québécoises. Le produit, le service le plus connu de BiblioPresto est la plateforme prêtnumérique.ca qui est utilisée dans l'ensemble des bibliothèques publiques du Québec, donc qui permet à tous les usagers qui sont abonnés à leur bibliothèque de faire des emprunts de livres numériques via une plateforme en ligne. On a aussi d'autres services et notamment le projet Biblius qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui. En termes d'introduction, d'abord, livre numérique 101 pour qu'on puisse tous commencer et avoir une compréhension similaire pour la suite. D'abord, il faut garder en tête que le livre numérique est un fichier. Au même titre qu'un document Word ou un document Excel, ça prend un endroit pour l'entreposer. Donc, que ce soit un drive, une clé USB, un cloud ou un ordinateur, un appareil, il faut l'enregistrer quelque part. Et comme des fichiers Word, Excel, texte, des fichiers qu'on utilise sur une base régulière, il y a différents formats de fichiers de livres numériques qui existent sur le marché. Les principaux qu'on connaît, qui sont le plus répandus, sont le PDF et le EPUB. Le EPUB, il y a plusieurs formats de EPUB. Et aussi, on parle de livres audio. Les livres audio peuvent aussi être des livres numériques. Il faut savoir aussi que les livres numériques sont soumis à la loi sur le droit d'auteur, au même titre que les livres en format papier. Ça veut dire que, par exemple, envoyer par courriel un fichier de livre numérique, c'est aussi illégal, c'est aussi interdit que de photocopier l'ensemble d'un livre papier pour le prêter à son voisin ou à sa belle-sœur. Donc, on est vraiment dans les mêmes paramètres légaux au niveau du livre numérique. On parle aussi de verrou numérique. Qu'est-ce qu'un verrou numérique? C'est une protection qui est apposée sur le fichier pour justement empêcher qu'on fasse des copier-coller et qu'on envoie, par exemple, un fichier à 30 élèves alors qu'on en a acheté une seule copie. C'est une protection qui permet d'empêcher ce partage de fichiers parce que c'est relativement très facile d'envoyer un fichier numérique une fois qu'on l'a en main, un peu comme quand on envoie une image ou un document Word, on fait copier-coller dans un courriel, ça s'envoie. Je pense qu'on peut comprendre très rapidement que quand on parle d'une œuvre littéraire qui est protégée par droit d'auteur, ça peut soulever beaucoup, beaucoup de questions. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une petite image ici d'un journal. Les journaux qu'on avait quand on était, comme nos adolescents ont aussi pensé au petit verrou numérique. Ça prenait la clé pour l'ouvrir, pour pouvoir accéder au contenu. C'est le même principe. Le verrou numérique est une protection qui permet de protéger le fichier. Je termine mon introduction en vous parlant des bibliothèques scolaires, parce que le projet Biblius, c'est vraiment de déployer le prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires du Québec. Eh bien, prenons quelques instants pour définir qu'est-ce que c'est la bibliothèque scolaire. On pense souvent à un entrepôt de livres, à un espace où il y a des livres et c'est tout, alors que la bibliothèque scolaire, c'est beaucoup plus que ça. Et se définit de plus en plus comme un carrefour d'apprentissage. Donc, le carrefour d'apprentissage, c'est un espace vraiment qui est flexible, où on peut collaborer avec des ressources physiques, virtuelles, des nouvelles technologies basées sur les apprenants. Donc, ça se veut vraiment un prolongement de la classe, un laboratoire d'apprentissage et d'enseignement développé afin de soutenir l'apprentissage dans toutes les matières. Donc, vraiment pour soutenir à la fois la lecture, oui, la lecture individuelle, mais la lecture pédagogique. Maintenant, mise en contexte. Avant, en fait, il y a les besoins par rapport aux livres numériques dans le milieu scolaire ne datent pas d'hier du tout. En fait,
D'abord, on parle de besoin de la numérique pour les élèves EHDAA, les élèves avec des difficultés d'apprentissage, des handicaps particuliers, des dyslexies et tout. Pour ces élèves-là, vous n'êtes pas sans savoir que c'est parfois, le livre numérique est parfois le seul moyen pour eux d'accéder à la lecture. Donc, on a besoin d'avoir des outils qui sont des fichiers qui sont compatibles avec des outils de synthèse vocale, par exemple, pour leur permettre d'accéder au sens, ou d'avoir des fichiers numériques compatibles avec des tablettes en braille pour les élèves qui ont une malvoyance. C'est ce genre d'outils-là que le livre papier traditionnel ne permet pas. Donc, ça fait quand même plusieurs années que les besoins sont grandissants à ce niveau-là pour tous les élèves EHDA. Un grand besoin aussi, de plus en plus d'enseignants utilisent la littérature jeunesse en classe dans le cadre de leur enseignement. On peut utiliser un album pour travailler l'éthique et culture religieuse. On peut travailler les inférences avec des illustrations d'un album sans texte, par exemple. On peut utiliser un premier chapitre d'un roman qu'on veut projeter sur TNI pour pouvoir déclencher l'écriture. Donc, on pourrait parler pendant 3 heures de littérature jeunesse en classe, mais ces besoins-là viennent avec aussi des besoins de pouvoir, par exemple, projeter en gros. Donc, on sait que parfois, les albums papier ou les livres papier sont souvent en petit format. Donc, quand on veut le projeter à l'ensemble de la classe, on peut utiliser une caméra de document, mais c'est relativement complexe, alors que de pouvoir le projeter sur TNI permet de faire plusieurs choses, donc de vraiment voir les illustrations, travailler au niveau pédagogique le contenu des œuvres. Un grand besoin au niveau pédagogique, c'est aussi la simultanéité, donc de pouvoir permettre à plusieurs élèves de lire en même temps un même livre. Donc, par exemple, un roman obligatoire où tous les élèves de secondaire 2 lisent le même titre, on veut pouvoir permettre à tous ces élèves d'accéder en même temps à un même livre. On appelle souvent les séries de classe qu'on voit avec le format papier. Eh bien, en numérique, le besoin est là également. Et la question de simultanéité est vraiment un enjeu central dans le projet. Je vous en reparle dans quelques instants quand on va aborder la question des licences. Les enjeux liés au livre numérique, il y a aussi la question d'accès en régions éloignées. Dans les régions éloignées où les bibliothèques publiques sont parfois plus petites, avec des heures d'ouverture moins grandes, eh bien, la bibliothèque scolaire devient parfois, pour certains élèves, le seul accès qu'ils ont à une bibliothèque. Et de plus, pour les bibliothèques publiques, bien, il faut que les parents aient abonné l'enfant, alors que la bibliothèque scolaire, tous les enfants, ils ont accès. Et c'est un peu les mêmes enjeux pour avoir accès en dehors des heures de classe, donc de pouvoir permettre, par exemple, bien sûr, le soir, la fin de semaine, pour les devoirs, les lectures obligatoires, mais aussi durant les vacances de Noël, durant l'été, continuer à faire des emprunts, continuer à lire pour maintenir les acquis en lecture. Ce sont des enjeux auxquels le livre numérique peut venir répondre. Je parle d'enjeux, eh bien, il y en a beaucoup. Avant, il faut comprendre qu'en l'absence d'une plateforme qui permet de gérer tous ces fichiers numériques, il y a beaucoup d'enjeux qui sont soulevés par les livres numériques. D'abord, au niveau des ressources humaines. Quand on doit, jusqu'avant l'arrivée de la plateforme Biblius, si on veut faire l'achat d'un livre numérique, et par exemple pour un élève avec des besoins particuliers, on doit faire une demande soit à la librairie, soit à l'éditeur, soit à Copybec pour pouvoir avoir accès à la version numérique du livre. Et certains éditeurs peuvent accepter de vendre, certains refusent de vendre pour différentes questions. Ensuite, une fois qu'on a acquis le livre, il faut le gérer adéquatement, il faut s'assurer. Donc, c'est vraiment un processus qui est très, très chronophage pour l'ensemble des gens qui sont impliqués à ce niveau-là, que ce soit les bibliothécaires scolaires, le personnel en milieu documentaire, les techniciens en documentation, mais aussi parfois les orthopédagogues, les enseignants, donc tous les employés qui ont à faire des demandes individuelles pour chacun des livres numériques. C'est très, très chronophage. Les enjeux légaux aussi. Je vous disais tantôt que le livre numérique est soumis à la loi du droit d'auteur. Eh bien, quand on a un fichier, comment s'assurer justement qu'il n'y ait pas de copie, qu'on ne peut pas envoyer par courriel. C'est beaucoup de questions. La loi 51 aussi, qui est une loi qui oblige les bibliothèques scolaires, donc les institutions, les écoles, à acheter auprès d'une librairie agréée pour assurer la survie de la chaîne du livre. Et bien, le livre numérique n'est pas inclus dans la loi 51, donc ça soulève beaucoup de questions au niveau légal et économique. Au niveau littéraire,
Bien, un autre enjeu, c'est que ce n'est pas tous les livres qui existent sur le marché en format papier qui sont disponibles en format numérique. Ce sont des choix d'éditeurs. Parfois, c'est des titres qui datent de plusieurs années. Parfois, c'est simplement des éditeurs qui font le choix de ne pas vendre en livre numérique. Et là, ça soulève plusieurs questions. Quand on a un livre obligatoire et qu'on a 3 élèves qui ont besoin de l'avoir en numérique, comment on fait pour pouvoir se procurer cette œuvre-là? Et même quand les livres sont disponibles en format numérique, bien, il y a plusieurs enjeux au niveau des pratiques d'édition. Par exemple, si on veut qu'un livre soit compatible avec les outils de synthèse vocale utilisés par les EHDA, pardon, eh bien, le livre doit être constitué comme du texte. Mais parfois, avec les mises en page complexes, si les sections avec du texte ont été configurées comme des images, eh bien, ce n'est pas compatible avec les outils de synthèse vocale. Donc, il y a toute une expertise littéraire que les éditeurs doivent développer. Et c'est une expertise que ce n'est pas tous les éditeurs qui ont pour l'instant, parce que faire du livre numérique demande une grande expertise. Donc, il y a plusieurs enjeux aussi à ce niveau-là. Encore dans les enjeux, tantôt j'ai effleuré la question des enjeux économiques. Eh bien, par exemple, en l'absence de plateforme de livres numériques, si un enseignant ou décide de faire l'achat de quelques titres, disons une dizaine de titres pour sa classe durant l'année, les utilise sur TNI, avait fait la demande à l'éditeur lui a dit oui, je te donne le droit de les utiliser en classe, l'enseignant les utilise, et à la fin de l'année, l'enseignant quitte pour une retraite, pour une autre école, peu importe, et le service des TI reprend l'ordinateur et efface l'ensemble de son contenu, eh bien, les livres numériques sont perdus. Donc, comment garder la trace de ce qui est acheté dans une école, au sein d'une commission scolaire? Comment s'assurer de ne pas racheter en 22 copies le même livre alors qu'on pourrait partager les ressources? Donc, il y a beaucoup d'enjeux économiques là, pour le milieu scolaire qui sont soulevés avec la gestion des livres numériques sans plateforme. Des enjeux bibliothéconomiques, c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui sont fondamentales aussi parce que, oui, justement, la question du temps, la complexité de faire l'acquisition du livre et du fichier, mais une fois qu'on l'a acquis, comment on fait pour garder la trace de tout ce qu'on a? Comment on fait pour être capable de chercher tous les livres d'Élise Gravel, les livres qui traitent de l'espace, les romans policiers? Comment on fait pour faire des recherches si c'est seulement des fichiers qui sont déposés? Comment on en garde la trace? Comment on s'assure aussi de respecter le droit d'auteur, gérer le prêt, le retour, si on a le droit d'avoir un seul usager en même temps? Donc, ça soulève aussi beaucoup d'enjeux en l'absence de plateforme, encore une fois. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas utiliser les plateformes qui existent déjà sur le marché? Par exemple, la plateforme prêtnumérique.ca qui est déployée depuis 2012 dans les bibliothèques publiques du Québec. Eh bien, la réponse, c'est que ces plateformes qui existent sur le marché ne répondent pas aux besoins du milieu scolaire. Il y a eu plusieurs projets pilotes dans les dernières années, notamment au Centre de services scolaires d'Émile-Île en 2015-2016, qui ont démontré que les modèles qui sont offerts avec les plateformes telles que Prêt numérique ou Quantook sont trop complexes à utiliser pour les élèves. Non seulement c'est trop complexe au niveau technique, mais c'est peu compatible avec les flottes d'appareils partagés qu'on trouve dans beaucoup d'écoles. C'est-à-dire, si on a une flotte de iPad partagée entre tous les élèves de l'école et que quand on veut faire l'emprunt d'un livre, on doit l'installer le télécharger sur l'appareil en question, là, ça devient un casse-tête compliqué, très complexe à gérer. Il y a aussi tous des enjeux légaux, c'est que je vais y arriver, les licences qui ont été signées pour permettre aux bibliothèques publiques de faire le prêt d'œuvres numériques permettent uniquement une utilisation individuelle. Donc, l'utilisation pédagogique, la projection sur TNI devant un groupe n'est pas prévue dans le cadre de ces licences-là. Donc, ça crée beaucoup de questions et de besoins. Il y a eu de 2014 à 2016, un comité de travail chapeauté par le ministère de l'Éducation, qui s'appelait le MES à l'époque, le ministère de l'Éducation, qui s'est penché sur les besoins du milieu scolaire en lien avec le livre numérique. C'est-à-dire, est-ce que la plupart des besoins dont je viens de vous nommer ont été nommés à cette table-là? Ce comité de travail regroupait plusieurs acteurs de la chaîne du livre, donc des éditeurs, des libraires, des distributeurs, mais aussi la Fédération des commissions scolaires. Il y avait aussi des représentants de 2 organismes de bibliothécaires professionnels, les corporations des bibliothécaires professionnels, la PSDS aussi. Donc, un beau comité de travail qui a réfléchi beaucoup sur les besoins pour vraiment démontrer qu'il était nécessaire de développer une plateforme, un outil permettant de gérer le livre numérique et d'offrir des fonctionnalités, des réalités, des licences spécifiques pour le milieu scolaire.
En juin 2018, le ministère de l'Éducation lance son plan d'action numérique. Dans le cadre de ce plan d'action, eh bien, la mesure 17 se lit comme suit. Le ministère s'engage à déployer le prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire et encourager leur transition vers des carrefours d'apprentissage. Je vous ai brièvement tantôt parlé du carrefour d'apprentissage. C'est vraiment c'est une conception différente de la bibliothèque scolaire comme un laboratoire d'apprentissage. Ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais je vous le mentionne quand même. Donc, c'est dans ce contexte-là que le ministère a confié le mandat à BiblioPresto de développer et déployer une plateforme permettant de faire le prêt de livres numériques avec des fonctionnalités spécifiques pour le milieu scolaire. Parce que BiblioPresto avait une grande expertise, là, notamment avec la plateforme prêt numérique qui était déployée depuis longtemps dans les bibliothèques publiques. Ils avaient une exigence ministérielle était d'embaucher comme chargé de projet une bibliothécaire scolaire pour s'assurer que ce qu'on développe répond vraiment aux besoins du terrain. Donc, c'est ainsi que je suis entrée en poste en février 2019. Moi, je suis bibliothécaire scolaire. J'ai travaillé pendant plus de 6 ans à la commission scolaire des Hautes-Rivières en Montérégie avant de faire le saut chez BiblioPresto. Donc, vraiment, l'intention, c'est de combiner l'expertise de BiblioPresto en termes de livres numériques et de plateformes avec une connaissance et un lien étroit avec le terrain. Le projet maintenant. Le projet. On peut définir le projet en 4 principaux volets. Les volets juridiques, économiques et de communication, je vous en reparle dans quelques instants. On a aussi un volet de formation. Donc, un des mandats confiés à BiblioPresto, c'est non seulement de déployer la plateforme, de la développer, mais aussi de soutenir toute son utilisation, offrir des guides, des formations pour que les usagers du terrain puissent vraiment utiliser la plateforme adéquatement. À travers ces 4 volets importants du projet, il y a trois volets transversaux, en fait, des enjeux bibliothéconomiques, des volets bibliothéconomiques. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui concerne comment on va gérer les œuvres, comment on va utiliser les métadonnées, comment on va vraiment beaucoup d'enjeux, des enjeux pédagogiques aussi. Je parle d'enjeux, mais en fait, c'est un volet pédagogie. La pédagogie est transversale à travers l'ensemble des volets du projet. C'est ça qui porte le projet et c'est ce qui fait sa spécificité. Donc, si on n'avait pas des besoins pédagogiques en scolaire, on pourrait simplement utiliser les plateformes offertes en bibliothèque publique, mais c'est ce qui fait nos besoins de notre milieu et c'est ce qui vient orienter la plupart des décisions qui sont prises là, dans le cadre du projet. Le troisième volet qui est transversal à l'ensemble du projet, c'est la collaboration. Il faut comprendre que le projet Biblius, c'est un projet qui est vraiment collaboratif, qui regroupe énormément d'acteurs et de collaborateurs. Bien sûr, toute la chaîne du livre, donc les éditeurs, les libraires, les distributeurs, sont tous des gens avec lesquels on collabore. Je reviens dans quelques instants pour vous préciser un peu la nature de cette collaboration-là. Le milieu scolaire, bien sûr, on travaille en étroite collaboration avec tout le milieu. Ça aussi, je vous donne quelques précisions dans quelques instants. La recherche universitaire, la GRIX aussi. Donc, beaucoup de collaborateurs qui sont impliqués dans un projet qui est finalement très collectif. Précision d'abord concernant le volet technologique. Depuis tantôt, je vous parle d'une plateforme de livres numériques. Qu'est-ce que c'est concrètement une plateforme? Là, j'ai écrit le contenant parce qu'on va devoir séparer le contenant et le contenu. Donc, la plateforme, le contenant, c'est un outil de gestion et d'accès qui permet de gérer les prêts et les retours, d'abord, de manière automatique, dans le respect du droit d'auteur et en accord avec les licences d'utilisation qui ont été signées. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les œuvres, à qui on a le droit de les prêter? C'est aussi, on parle d'outils de gestion, concrètement, ça ressemble en fait à un site web pour l'utilisateur. Donc, pour l'élève ou l'enseignant, c'est un site auquel il va se connecter via, entre autres, son portail Mosaïque. Donc, il y accède et il voit une interface qui permet de se promener dans les rayons numériques de sa bibliothèque. Donc, c'est comme un site web sur lequel l'usager, l'élève, l'enseignant, le membre du personnel peut voir tous les livres numériques qui ont été acquis par son milieu, faire des recherches par public cible, par titre, par auteur et aussi les ouvrir directement à même l'outil. Donc, ça permet aussi de lire les œuvres en ligne. Une des spécificités du projet, eh bien, c'est aussi des fonctionnalités de mise en valeur et d'utilisation pédagogique des œuvres. Par exemple, on a une fonction qui permet à un enseignant d'assigner des lectures à son groupe d'élèves. Et là, quand l'élève se connecte par la suite, il voit « Ah, voici mes lectures assignées dans la section « Je dois lire ». C'est ce type de fonctions-là qui ont été
ou sont en développement présentement pour vraiment avoir quelque chose qui est spécifique puis qui répond à nos besoins. Sur le plan technologique, petite précision, on a mis Demarque ici, c'est un partenaire. Bibliopresto est un organisme à but non lucratif. Nous sommes chargés de projet, bibliothécaires professionnels, mais nous faisons affaire avec Demarque. Demarque est notre prestataire technique, donc c'est eux qui font tout le développement vraiment technologique, monter la plateforme et tout ça. Donc, c'est pour ça que le Demarque est peut-être quelque chose que vous croiserez que vous avez déjà croisé. Au niveau technologique, tantôt je vous parlais d'enjeux bibliothéconomiques. Eh bien, la question des métadonnées, c'est quelque chose de fondamental parce qu'on peut déposer dans une plateforme des fichiers, mais si on n'a pas ajouté à ces fichiers-là des descriptions, eh bien, la plateforme ne peut pas savoir que le fichier a été écrit par un auteur en particulier, un éditeur, concerne tel public cible et tout. Donc, ces informations-là sur le livre, on appelle ça des métadonnées. Et ces métadonnées-là, elles doivent être rigoureuses et structurées si on veut avoir une recherche efficace. Si on veut être capable de, par exemple, sortir tous les livres qui s'adressent à un public cible précis, eh bien, on doit avoir associé à ces fichiers les publics cibles en question. Et c'est pourquoi on travaille en collaboration avec le Service québécois de traitement documentaire, le SQTD, pour pouvoir intégrer très, très prochainement là, les métadonnées qui vont permettre d'assurer une recherche très, très efficace à tous les niveaux. On travaille également en collaboration avec la GRIX à deux niveaux. D'abord, pour faciliter l'accès à la plateforme, parce que les expérimentations qui ont eu lieu dans le passé, notamment à la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles en 2014-2016, ont démontré qu'un des irritants majeurs était l'accès. Si on doit gérer des mots de passe pour accéder à une plateforme, eh bien, 100%, pas 98, 100% des usagers oublient leur mot de passe. Donc, c'est un casse-tête très, très, très complexe. Donc, c'est plus facile pour les usagers d'utiliser déjà les accès qu'ils utilisent pour accéder à Office 365 ou leur portail Mosaïque pour accéder directement à la plateforme Biblius. C'est aussi, ça permet, en développement des connecteurs avec la GRIX, ça permet à la plateforme de recevoir certaines informations sur les usagers pour justement, par exemple, permettre des fonctions spécifiques. Si on veut permettre à un enseignant d'assigner une lecture à son groupe, eh bien, la plateforme doit savoir quels élèves font partie de quel groupe, associé avec quel enseignant. Donc, c'est ce genre d'informations-là qui sont transigées via le connecteur qui a été développé en collaboration avec la GRIX. Pour ceux qui sont plus visuels, eh bien, voici un peu par écrit, en schématique, ce que je vous expliquais de manière plus linéaire, c'est-à-dire que comment fonctionne une plateforme de livres numériques? Eh bien, les éditeurs déposent leurs fichiers, que ce soit généralement des EPUB ou des PDF. On peut aussi avoir des livres audio dans des entrepôts numériques. Des entrepôts numériques, finalement, c'est comme un serveur. C'est un espace où tous les fichiers numériques sont entreposés avec des descripteurs. Quand on veut, il y a des licences d'utilisation qui sont associées à ces livres-là. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Combien de fois on a le droit de prêter le livre? Après combien de temps on doit racheter un exemplaire du livre? Toutes ces précisions-là de licence d'utilisation sont précisées. Et quand le milieu scolaire, on veut offrir certaines œuvres sur la plateforme, tantôt je vous disais que la plateforme, c'est un contenant, et bien le contenu, on va aller sur une librairie numérique. Donc, c'est vraiment comme un site web, mais dédié au milieu scolaire, où les éditeurs qui souhaitent vendre leurs livres au milieu scolaire déposent leurs œuvres. Et là, les bibliothécaires professionnels, les gens qui sont responsables des achats, font les achats et les livres se retrouvent sur la plateforme numérique. Sur la plateforme qui permet de gérer le prêt et le retour, faire la lecture en ligne, des recherches et différentes fonctions pour faire la médiation et l'exploitation pédagogique. Volet juridique économique maintenant. Souvent, on parle de livres numériques, on pense d'emblée au volet technologique, qui est relativement facile à comprendre. C'est du livre numérique, on a besoin de développer un outil technologique pour le gérer. Toutefois, le volet juridique, il est fondamental et c'est vraiment un très, très gros morceau du projet Biblius. C'est-à-dire qu'on doit mettre sur pied un nouveau modèle économique avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre pour s'assurer d'avoir un équilibre entre, oui, les besoins du milieu scolaire, mais d'avoir une rétribution équitable pour les ayants droit. Je vous donne un exemple pour faciliter la compréhension. Si, par exemple, j'achète un livre numérique à 9,99 que je le prête à je recommence. Si j'achète un livre papier, normalement, si je veux avoir 30 élèves qui le lisent en même temps, je vais devoir acheter 30 exemplaires du livre.
Donc, pour l'éditeur, c'est 30 exemplaires qui sont vendus. Toutefois, si j'achète un livre numérique et que je peux le prêter à 30 élèves en même temps, si je le paie le même prix qu'un seul exemplaire, bien là, il y a un débalancement au niveau des besoins du milieu du livre versus les besoins du milieu scolaire. Donc, il faut travailler avec tous les acteurs pour trouver un équilibre, s'assurer d'avoir, oui, la simultanéité, parce que c'est quelque chose qui est fondamental dans le projet, mais de voir quels sont les coûts associés à ça, comment sont données les rétributions. Donc, c'est vraiment un gros enjeu et on travaille pour ce faire avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre québécois depuis plusieurs mois maintenant là, pour développer le tout. Au niveau juridique, il y a aussi un enjeu important dans le projet, c'est la gestion des données nominatives. Tantôt, je vous mentionnais qu'on a travaillé avec l'Agrix pour pouvoir, au moment de la connexion, il y a certaines informations concernant l'usager qui sont transmis à la plateforme. Eh bien, il faut s'assurer dans ce contexte-là que tout est vraiment très, très bien fait pour assurer la sécurité puis s'assurer qu'on réponde aux normes ministérielles en termes de protection des renseignements personnels. Donc, c'est quelque chose d'un peu moins glamour, si vous me permettez l'expression, comme élément, mais c'est quand même fondamental dans le projet, on doit en tenir compte. Volet communication maintenant. Avec l'ensemble des collaborateurs qui participent au projet et tout le milieu scolaire donc, qui s'intéresse au projet, pour faciliter les communications, on a mis sur pied un site web d'information dédié au projet. Donc, c'est simple, c'est projetbiblius.ca. Vous allez trouver sur ce site-là beaucoup d'informations, une présentation des différents volets du projet, les différentes phases que je vous présente dans quelques instants. Des nouvelles aussi. Dans la section Quoi de neuf, on publie de manière assez régulière des nouvelles par rapport au projet, où on en est, les présentations qui sont faites, les projets pilotes et tout. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le site projetbiblius.ca. Pour l'instant, malheureusement, le site il est seulement en français. On souhaite en avoir une version anglophone éventuellement, mais pour l'instant, c'est seulement en français. La plateforme aussi. Depuis tantôt, je vous parle de bibliothèque scolaire, de livres numériques, de contenu. Eh bien, quelques précisions. Concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur cette plateforme-là? Comme c'est le volet numérique de la bibliothèque scolaire, eh bien, on va retrouver là-dessus de la littérature, principalement de la littérature jeunesse. Donc, bande dessinée, romans, albums, documentaires, poésie, du théâtre. Les cahiers et manuels scolaires ne sont pas inclus dans le périmètre du projet. Il y a une priorité pour l'instant qui est accordée à la littérature québécoise de langue française. D'abord, pour des raisons logistiques et pratiques, parce comme je vous expliquais, on doit développer tout un modèle économique, réfléchir au projet avec toute la chaîne du livre. Et c'est pour des raisons de proximité, c'est plus facile de travailler avec nos éditeurs québécois. On travaille avec des gens d'ici pour réfléchir à un modèle qui réponde vraiment à nos besoins, à quelque chose qui est spécifique au Québec. Mais aussi parce que, bon, je recommence. Il devrait être possible d'offrir des œuvres d'ailleurs et dans d'autres langues. Bien sûr, si on veut que la bibliothèque scolaire réponde aux besoins pédagogiques des enseignants, on doit la développer en cohérence avec le PFEQ. Et on sait qu'il y a d'anglais langue seconde, mais il y a aussi pour les milieux anglophones qui enseignent français langue seconde, on doit avoir des livres en anglais, en d'autres langues, mais aussi des œuvres d'ailleurs. On sait que le PFEQ demande de lire des œuvres d'ici et d'ailleurs. Donc, c'est certain qu'on a déjà commencé à travailler avec certains éditeurs hors Québec et on va poursuivre ce travail-là dans les mois et les années à venir. Le public cible. Le projet Biblius s'adresse aux élèves du préscolaire jusqu'au secondaire 5, ainsi que la FP-FGA. Donc, tout ce qui est collégial universitaire ne font pas partie du périmètre du projet. La plateforme est destinée aux élèves et tous les membres du personnel qui œuvrent autour des élèves, donc qui les aident dans leurs apprentissages, leur formation, leur développement. Elle va être aussi accessible aux écoles publiques, aux écoles privées et aux écoles des milieux autochtones. L'accessibilité. On disait tantôt au départ, c'est un des besoins fondamentaux, des besoins fondamentaux qui sont liés au projet, c'est d'être capable d'avoir vraiment de l'accès à des livres pour nos élèves EHDA et pour tous les élèves. Donc, l'accessibilité, elle est au cœur du projet.
Nous continuons à développer le projet en cohérence avec les recommandations du Conseil supérieur de l'éducation qui recommande une accessibilité universelle. Donc, plutôt que d'axer sur certaines fonctions spécifiques et accessibles seulement à certains élèves, on développe l'ensemble de la plateforme pour qu'elle soit le plus accessible à tous les élèves en tout temps. Sur le volet technique, au niveau des fonctionnalités, on collabore beaucoup avec le milieu scolaire pour raffiner et développer le tout au niveau de l'accessibilité. C'est aussi, puis quand je parle d'accessibilité, oui, c'est pour les élèves avec des besoins particuliers, mais c'est aussi l'accessibilité au sens très large. Donc, pour la plateforme, à ce jour, elle est bilingue. Donc, toutes les fonctions l'interface peut être en français ou en anglais. Donc, mais tout n'est pas parfait. On commence et on sait qu'on va devoir améliorer les choses. Donc, on travaille en étroite collaboration pour pouvoir raffiner et continuer à améliorer le tout. Au niveau du volet légal aussi, eh bien, il y a beaucoup de travail à faire notamment avec nos collègues du milieu de l'édition pour s'assurer que les formats de fichiers et tout permettent une grande accessibilité, notamment pour tous les élèves EHDA. Donc, c'est fondamental dans le projet. Donc, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Ce n'est pas parfait pour l'instant, mais on sait qu'on va y arriver et l'accessibilité est au cœur du projet. Le calendrier maintenant. Le calendrier initial, parce que vous allez comprendre qu'il y a eu un autre calendrier, mais initialement, le projet Biblius devait se dérouler en 3 phases. D'abord, une phase de développement durant laquelle on développait vraiment la plateforme, l'aspect technique, technologique, mais aussi tout le modèle économique, réfléchir les licences, négocier des droits d'accès avec toute la chaîne du livre. Et cette première phase-là devait avoir lieu de février 2019 à janvier 2020, donc d'une durée d'environ 1 an. Le développement devait être suivi d'une phase de déploiement restreint qui devait avoir lieu au cours de l'hiver-printemps 2020 et précédé par une préparation à l'automne 2019. Déploiement restreint, je précise un petit peu tantôt en quoi il consiste, mais en fait, les milieux ont été ciblés par le ministère de l'Éducation. C'est 17 milieux, donc 16 centres de services scolaires et un collège privé qui participent au projet. J'y reviens tantôt. Mais l'objectif général du déploiement restreint, c'est d'expérimenter et documenter l'accès à une collection centralisée numérique, donc une collection d'œuvres accessible via la plateforme Biblius, documenter l'utilisation, l'aspect pratique, mais aussi l'aspect pédagogique, faire les ajustements techniques nécessaires et planifier le déploiement complet à l'ensemble des milieux. Le déploiement restreint devait être suivi d'une phase de déploiement complet à tous les centres de services scolaires et écoles privées du Québec pour l'année scolaire 2020-2021. Vous comprenez que je parle au conditionnel, j'y reviens. Petite précision, parenthèse concernant le déploiement restreint. Comme je vous disais, le choix des milieux a été fait par le ministère de l'Éducation. L'intention était vraiment d'avoir un échantillon représentatif de toute la variété des milieux qu'on retrouve au Québec. Donc, on retrouve des milieux francophones, des milieux anglophones, en régions très éloignées, très urbaines, Montréal, Québec, des milieux aux îles de la Madeleine, vraiment dans toutes les régions du Québec pour avoir des profils très variés. Il faut comprendre que ce n'est pas l'ensemble des services de tous ces centres de services scolaires-là qui participent au projet. Dans chacun des centres de services scolaires, il y a entre 1 et 3 projets, donc entre 1 et 3 établissements qui participent au projet pour un total de 35 écoles réparties à travers tout le Québec. Dans chacun de ces centres de services scolaires et du collège privé, il y a une personne responsable du projet qui se doit de former ses collègues, travailler en collaboration interprofessionnelle pour développer des projets au cours desquels seront expérimentées l'utilisation des œuvres numériques. Donc, les responsables du projet, ce sont 14 bibliothécaires professionnels. On a aussi 2 techniciens de documentation et une conseillère pédagogique. Donc, vraiment, ces personnes-là travaillent, réfléchissent, ont monté des projets à l'automne 2019, par exemple. Puis des projets sont très variés. Donc, ils peuvent être, si vous allez sur le site Projet Biblius, on peut consulter une fiche descriptive pour chacun de ces projets qui a lieu et c'est très varié. Donc, on touche toute la clientèle là, du préscolaire jusqu'à la FP-FGA avec différents projets. Des fois, c'est des projets qui se déroulent sur l'année, des fois une période précise. On utilise le roman, on utilise en différentes matières aussi. Donc, c'est vraiment très riche et le but est d'expérimenter à travers ces projets-là, ces 35 écoles-là, ces 35 projets,
vraiment l'utilisation du livre numérique et voir comment on peut apporter les améliorations nécessaires à la plateforme Biblius. Ah, bien voilà, toutes mes excuses. Donc, au niveau des clientèles, je vous parlais des milieux variés, mais c'est aussi des clientèles très, très, très variées. Donc, on a des élèves des classes ordinaires, primaires, secondaires, FP, FGA, des classes qui sont ordinaires, mais avec des élèves intégrés. On a aussi des classes de cheminement particulier, 2 milieux anglophones, donc avec français langue seconde, mais aussi un milieu autochtone avec la CSS du littoral qui vont tester la plateforme Biblius. Des élèves en classe d'accueil. On a aussi l'école Jacques Ouellette, qui est la commission le centre de services scolaires Marie-Victorin, qui travaille avec les élèves avec une déficience visuelle. Donc, on va entre autres vérifier est-ce que les livres sont compatibles avec les tablettes en braille. On va aussi travailler au CSS des premières seigneuries avec des élèves en déficience intellectuelle, donc de légère à profonde, avec des troubles du comportement. Donc, vraiment un échantillon très, très, très varié. Dans le cadre du déploiement restreint, on a aussi une collaboration avec la chaire de recherche en littérature médiatique multimodale de l'UQAM, qui est chapeautée par Mme Nathalie Lasselle, qui est professeure et chercheur. L'intention de cette collaboration-là, eh bien, c'est la chaire de recherche va accompagner 3 des 17 milieux dans la réalisation de leurs projets pour documenter d'abord la collaboration interprofessionnelle, la co-création d'activités autour du livre numérique, mais aussi le potentiel pédagogique de la plateforme. Ils vont émettre des recommandations avec leur expertise et leur regard de chercheur pour l'amélioration des fonctionnalités, mais aussi du contenu qui sera déposé. Bon, tantôt, je vous parlais du calendrier tel qu'il devait avoir lieu. Eh bien, comme beaucoup de projets, le projet Biblius n'a pas été épargné par tout ce qu'on a vécu au printemps dernier. Donc, malgré son caractère numérique, le projet Biblius a été chambranlé et ébranlé par la crise sanitaire. Donc, je vous disais tantôt qu'on devait vivre le déploiement restreint au printemps et à l'hiver et au printemps 2020. Mais malheureusement, avec la fermeture des écoles, on n'a pas pu expérimenter tel qu'on le voulait. On n'a pas pu réaliser les projets qui avaient été montés par l'ensemble des équipes. Et on a dû malheureusement annuler l'ensemble des projets qui avaient été prévus sur le terrain. Donc, tous ces projets ont été repoussés à l'année scolaire 2020-2021. Donc, depuis, en fait, c'est commencé. Les projets, dans certains milieux, ça va arriver un peu plus tard en cours d'année. Certains ont déjà commencé, mais donc le déploiement restreint tel qu'il avait été prévu, les 35 écoles qui expérimentent l'accès à une collection centralisée d'œuvres, va se vivre en 2020-2021. Voilà, donc tantôt je vous disais, il faut séparer le contenant et le contenu. Donc, la plateforme Biblius sera accessible pour ces 35 milieux-là, mais le contenant auquel ils auront accès, c'est une collection de presque 1500 œuvres qui a été développée spécifiquement en lien avec les projets qui ont été définis à l'automne dernier et qui sera accessible exclusivement pour ces 35 écoles-là. Et on va aller documenter beaucoup de choses à travers. Toutefois, en repoussant le déploiement restreint à l'année scolaire 2020-2021, il aurait été logique de repousser le déploiement complet à l'année scolaire de l'année prochaine, donc 2021-2022. Cependant, toutes les règles sanitaires, les défis qui sont rencontrés sur le terrain en lien avec la situation actuelle ont mis en lumière une hausse exponentielle des besoins liés et des demandes liées pour accéder à des livres numériques. Donc, en regard de cette hausse de besoins-là, BiblioPresto et le ministère de l'Éducation et l'ensemble des collaborateurs impliqués ont proposé un nouveau calendrier, c'est-à-dire qu'au courant de l'année scolaire 2020-2021, on va déployer la plateforme, l'outil lui-même, pour permettre à l'ensemble des centres de services scolaires du Québec de pouvoir faire des achats de livres numériques à partir des librairies et de pouvoir les gérer à même la plateforme, donc d'offrir le prêt, le retour à leurs élèves. Le calendrier de déploiement sera diffusé sous peu. Donc, d'ici la fin novembre, toutes les précisions seront acheminées à l'ensemble des milieux. Ça va être diffusé également sur le site Projet Biblius. Au niveau du calendrier de déploiement, on ne pourra pas brancher tout le monde en même temps, mais toutes les précisions en lien avec ça viendront vraiment sous peu. Voilà, ça s'en vient. Je crois que j'ai le temps pour une petite démonstration.
Donc, voilà, là, je suis présentement pour commencer dans le compte d'un enseignant. Donc, je me branche à la plateforme en tant qu'enseignant. C'est ma page d'accueil. Là, dans la section Je lis, ce sont les lectures que j'ai en cours, donc que j'ai commencé, moi, comme enseignant, pour mon plaisir personnel. Si je souhaite poursuivre une lecture que j'ai déjà commencée, bien, j'ai simplement à cliquer sur le petit bouton ici. Et le livre s'ouvre à la page où j'étais rendue. Je n'ai pas de signet à mettre, donc ça s'ouvre tout seul. Il y a certaines fonctions qui permettent, entre autres, de modifier la taille de la police. Si on veut visuellement avoir quelque chose de plus gros, jouer avec par exemple, les espaces, les marges. Je ne les ferai pas tous, là, mais ça vous donne quand même une idée. On peut aussi modifier le contraste pour avoir une lecture qui est plus facile. Si on va avoir du noir sur blanc ou le mettre en sépia ou régulier. Et on peut aussi modifier l'affichage, donc on peut le mettre, par exemple, si on préfère le lire de cette manière-ci, eh bien, ça défile tout le temps comme ça. Donc, il y a certaines fonctions qui permettent de modifier l'affichage des livres pour faciliter la lecture. On a également une fonction de synthèse vocale qui est intégrée à même le lecteur. Par exemple, je vous montre. Bobby et son petit bras, son cousin Germain, entreprenaient avec moi comme pilote la tournée des lignes de trappe sur le vaste territoire de l'Abitibi. Il est possible aussi d'augmenter le débit de lecture ou le baisser si on souhaite avoir un débit un peu plus lent ou un peu plus rapide au niveau de la synthèse vocale. Vous remarquerez aussi qu'il y a, quand la voix lit la phrase devient en surlignement. Donc, il y a différentes utilisations possibles pédagogiques intéressantes avec ça. Si, par exemple, on coupe le son, eh bien, on peut faire une lecture et ça aide les élèves qui peuvent avoir un déficit ou qui ont de la difficulté à se concentrer sur une phrase à la fois. Ça peut permettre aussi de faire une lecture collective si on veut que chacun des élèves lise une phrase à voix haute. Donc, il y a plusieurs utilisations possibles de cette fonction. Ce n'est pas possible pour l'instant, mais on a des développements éventuellement à venir qui ont été demandés pour pouvoir faire de l'annotation en cours de lecture. Donc, c'est aussi des choses qui devraient être intégrées éventuellement. Donc, je vous disais, je suis un enseignant, je suis branchée à la plateforme. Je peux faire des recherches. Si je cherche un livre, par exemple, sur le hockey, j'ai plusieurs livres. Je peux avoir des résultats par livre, mais je peux aussi avoir des résultats par collection. Et là, je me dis, ah oui, la collection Planète Hockey m'intéresse beaucoup. Je peux en voir un descriptif ici. Ça me donne un résumé. J'ai l'éditeur, différents sujets aussi qui sont traités. Et je peux, si je clique sur lire, je vais générer un emprunt. Si je clique sur extrait, j'ai un petit extrait qui peut être une fonction intéressante si on veut savoir si le livre est à notre pointure avant de l'emprunter. Mais je peux aussi, comme enseignant, ajouter en lecture à mon groupe. Donc, c'est très, très simple. Par exemple, je dis, j'assigne cette lecture à mon groupe A. Je vois que ça a été assigné à mon groupe A. Et dans la section lecture au programme, comme enseignant, je peux aller voir mes groupes. Là, je suis dans un compte test, vous comprendrez, mais normalement, ce sont les groupes qui sont associés à votre profil d'enseignant qui apparaissent. Et là, je peux voir, moi, dans mon groupe B, j'ai associé ces livres-là, j'ai assigné, pardon, ces livres-là à mes élèves. Je vais me déconnecter. Maintenant, je vais me connecter comme un élève. Précisons que le mode de connexion que vous venez de voir, il est parce que je suis en fonction test, mais normalement, il est possible d'accéder à la plateforme Biblius directement via le portail Mosaïque. Il y a une petite tuile Biblius où l'usager se connecte comme enseignant, comme élève. La tuile est là, on clique dessus et ça bascule. Il y a une notification automatique qui se fait et on bascule directement dans notre compte d'usager en passant par le portail Mosaïque. Donc, c'est une fonction qui est bien intéressante pour le terrain. Donc, comme élève, je me connecte et là, je vois Je lis. Ce sont les livres que j'ai fait comme emprunt et que je suis en train de lire moi-même. Mais il y a aussi la section Je dois lire. Et cette section-ci, ce sont les lectures que mon enseignant m'a assignées. Mon ou mes enseignants si je suis au secondaire. Donc, je peux ouvrir le tout. On voit que j'ai 3 emprunts en ce moment que j'ai commencé. 2 bandes dessinées, un livre documentaire. Mais là, je peux voir que mon groupe A, donc mon enseignant A, qui peut être mon enseignant de français ou mon enseignant d'histoire, m'ont assigné les lectures suivantes et je peux simplement cliquer sur Play pour démarrer la lecture qui m'a été assignée.
Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de la lecture. Au niveau des fonctionnalités de recherche, pour l'instant, c'est assez sommaire, mais dans les prochaines semaines, on va avoir une fonction de recherche avancée qui va permettre de faire des recherches par public cible, par auteur, par type de livre. Donc, vraiment plusieurs fonctions qui vont permettre des facettes aussi de trier par date de publication. Donc, plusieurs choses qui s'en viennent très, très, très prochainement. Voilà. Dans la section préciser la recherche ici, on va avoir beaucoup de facettes qui vont permettre d'avoir une recherche beaucoup plus facile et efficace. Donc, j'en serai en fait au moment des questions. Si, je crois qu'il y a quelques questions. Je vais un instant me positionner. Voilà. Et je vois qu'il y a plusieurs questions. Donc, d'abord, est-ce que les élèves ont une limite de prêt? C'est une très, très bonne question. La durée, pour l'instant, la durée de prêt d'un livre, c'est 41 jours. Donc, quand un élève fait un emprunt, c'est 41 jours. Au bout de 41 jours, si le prêt est retourné dans le système, s'il souhaite le réemprunter, eh bien, il n'a qu'à recliquer dessus, le livre est réemprunté et ça génère un emprunt. Mais ce qui est intéressant, c'est que le système, durant l'année scolaire, se souvient de la progression de lecture, même si le livre est retourné. Ça veut dire que si je suis un élève, j'ai pris trop de temps pour lire mon livre, j'ai oublié et là, je le réemprunte. Le système se souvient que j'étais rendue à la page 42. Donc, ce qui est très, très intéressant là, pour tous nos élèves. Est-ce qu'ils ont une limite de prêt en quantité? Donc, est-ce que je peux emprunter 23 000 livres en même temps? C'est quelque chose qui probablement, on est en train de finaliser, mais devra être choisi par chacun des centres de services scolaires. Donc, dans les paramètres, on pourra déterminer un peu comme on le fait avec le système Regard pour les bibliothèques publiques physiques. Eh bien, on pourra déterminer une limite de prêt associée aux élèves en fonction de la collection qu'on a développée et de ce qu'on souhaite offrir localement à nos élèves. Une autre question, merci. Est-ce que Biblius sera accessible uniquement aux bibliothèques scolaires du Québec ou est-ce que ce sera pour les autres bibliothèques scolaires francophones pan-canadiennes? C'est une excellente question qui revient beaucoup. Eh bien, comme le projet Biblius est subventionné par le plan d'action numérique du ministère de l'Éducation du Québec, le périmètre, il est vraiment limité aux bibliothèques scolaires québécoises pour l'instant. Ben, en fait, pas pour l'instant, il est limité aux bibliothèques scolaires québécoises. Combien coûte le programme? C'est une très, très bonne question. Je suis enseignante de première année. Eh bien, pour l'année scolaire 2020-2021, l'année scolaire en cours, l'accès à la plateforme elle-même, l'outil de gestion, pas son contenu, important de séparer les deux, l'outil lui-même, il n'y a pas de coût. C'est le ministère de l'Éducation qui assume les coûts pour l'accès à la plateforme et l'outil, l'accès et l'utilisation de l'outil. Toutefois, ce sera à chaque centre de service scolaire de déterminer un budget pour acheter des œuvres qui pourront y être prêtées et gérées. Et là, à ce moment-là, bien, le coût des œuvres, c'est les éditeurs qui le déterminent et ce qui les achats pourront être faits à partir de ce qui sera offert sur la librairie en ligne, la librairie virtuelle, l'espace de marché dédié au milieu scolaire. Est-ce que tous les livres sont-ils partagés dans le réseau ou chaque école doit acheter des livres de manière individuelle pour les mettre en disponibilité aux élèves? Très, très bonne question également. Pour différentes questions, pour différentes raisons, à la fois de ressources humaines, logistiques, techniques et technologiques, la plateforme Biblius nécessitera une collection par centre de service scolaire. Donc, on ne pourra pas avoir une collection spécifique à chacune des écoles. Donc, ce sera, par exemple, à l'ensemble un centre de service scolaire, regrouper différentes ressources pour que les livres qui soient offerts, qui soient achetés, soient offerts à l'ensemble des écoles de ce centre de service scolaire-là. Combien coûte oui, parfait. Biblius fournit-il un accès simultané? Donc oui, comme je vous disais, on a travaillé très, très fort avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Les licences qui sont proposées pour l'instant permettent tout à fait un accès simultané. Donc, il y a un nombre limité de prêts associés à chacun des achats. Donc, j'achète un livre, j'ai le droit de le prêter un nombre X de fois, mais je peux
dépenser tous mes emprunts en même temps. Si je veux avoir 35 élèves qui le lisent en même temps, je peux avoir tous mes élèves qui le lisent en même temps. Donc, oui, la simultanéité, c'était un enjeu fondamental dans le projet et on a travaillé fort pour l'avoir. Dernière question, est-ce qu'on peut emprunter un livre numérique et le projeter? Oui, bien sûr. Au même titre que la simultanéité, toute l'utilisation pédagogique et la projection sur TNI faisaient vraiment partie de la base, des choses fondamentales qui ne sont pas permises du côté des bibliothèques publiques, mais qu'on voulait vraiment s'assurer que la bibliothèque scolaire puisse répondre aux besoins pédagogiques des enseignants. Donc, ça fait partie des conditions d'utilisation qui ont été négociées et demandées pour, avec les licences pour le projet Biblius. Est-ce que mon centre de service scolaire doit être abonné pour que je puisse m'inscrire comme enseignante? Il faut comprendre que la plateforme Biblius, ce n'est pas une ressource à laquelle on s'abonne. C'est vraiment une plateforme qui est pour les... Comment je pourrais bien vous l'expliquer? Vous n'avez pas besoin de vous abonner comme enseignant. À partir du moment où votre centre de service scolaire va activer la tuile Biblius dans le portail Mosaïque, et comme je vous disais, tout ça, ça s'en vient, là, les informations liées au branchement, l'aspect technique de tout ça, au courant des prochaines semaines, ça va être diffusé à l'ensemble des milieux. Mais à partir du moment où votre milieu va activer la tuile Biblius, vous allez automatiquement avoir accès à la plateforme comme enseignante. Si vous faites partie d'un centre de service scolaire, vous avez un compte Mosaïque ou un compte Office 365, le système va reconnaître les usagers et fonctionner en collaboration entre les deux. Fait que ça va se faire tout seul. Comme usager individuel, comme enseignant, orthopédagogue, vous n'avez pas et vous n'aurez pas à vous créer de compte. Tout ça va se faire automatiquement. Donc, votre compte va être géré en fonction de ce que les informations que la GRIX vont transmettre à Biblius, tout ça va se faire automatiquement grâce aux connecteurs qui ont été développés. Fait qu'il faut, voilà, c'est un peu comme ça que ça se déroule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Peut-être deux précisions concernant les milieux privés et les milieux autochtones. Ce sont des milieux qui ont des besoins et des réalités qui sont particulières, qui sont différentes du réseau des centres de services scolaires du Québec. Eh bien, au courant de l'année scolaire actuelle, donc 2020-2021, oui, on va offrir le déploiement à l'ensemble des centres de services scolaires du Québec, mais on va utiliser l'année scolaire aussi en cours pour vraiment déterminer quels sont les besoins spécifiques et les réalités de ces milieux qui diffèrent du réseau public. Par exemple, en termes de ressources techniques, technologiques, quelles sont les plateformes, si on n'utilise pas le portail Mosaïque, comment on peut générer une authentification à la plateforme Biblius, comment on peut permettre différentes fonctions, peut-être adapter certaines fonctions en fonction de la réalité des milieux. Donc, toute l'année scolaire en cours va nous servir à travailler et à questionner ces milieux-là qui ont des réalités particulières et différentes pour adapter le plus possible les choses et permettre d'avoir quelque chose qui répond bien aux besoins. On a une question ici. La plateforme Biblius est-elle compatible avec Regard? Je me doute que ça doit être une question d'une collègue bibliothécaire ou technicienne en documentation. Eh bien, petite précision, la plateforme Regard, pas la plateforme, Regard, c'est l'outil utilisé pour faire la gestion des livres papier dans les bibliothèques scolaires du Québec. La plupart utilisent Regard, qui est un outil de la GRIX. C'est ce qu'on appelle en langage bibliothéconomique un SIGB, un système intégré de gestion de bibliothèque. Il faut comprendre que Regard n'est pas développé et ne sera jamais développé pour gérer lui-même les fichiers. C'est vraiment, Regard, ce sont des fiches descriptives de livres. Et on clique sur Emprunter, c'est lié à un code zébré et c'est comme ça que ça fonctionne avec les dossiers d'usagers. La plateforme gérer un livre numérique, il faut être capable aussi de gérer le fichier lui-même, les verrous, les licences. Donc, c'est une complexité technique qu'un SIGB comme Regard n'offrira pas. Toutefois, il sera possible, et en fait, dès le moment où les livres où la plateforme sera accessible dans vos milieux, vous pourrez inclure des notices de livres numériques dans votre catalogue Regard. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est si, par exemple, un usager, je cherche un livre je fais une recherche sur les planètes, je suis en 6e année, je vais chercher dans mon catalogue Regard Planète ou Mars ou Astronomie, et là, je vais voir tous les livres que ma bibliothèque scolaire a en format papier.
Mais je pourrais avoir aussi un descripteur, une présentation, une fiche qui me dit, ben, il y a aussi un livre numérique qui serait disponible. Et là, quand je clique dans mon catalogue Regard, il y aurait un lien sur lequel je cliquerais qui me permettrait de basculer dans la plateforme Biblius et là, d'avoir accès au livre lui-même. Donc, c'est un peu, donc, ce n'est pas Regard qui va gérer les livres numériques, mais il y aura des arrimages à faire qui seront possibles de faire si on veut favoriser l'accès, un accès centralisé pour le catalogue papier et numérique. Donc, c'est une autre question. Est-ce que nous aurons des outils promotionnels pour faire la promotion auprès de nos étudiants comme prêt numérique? Bien sûr, vraiment, ça fait vraiment partie, quand je vous dis qu'on a un mandat de formation et d'accompagnement, ça fait partie des choses qui sont développées. Nous allons les travailler. Quand toute la formation va venir avec, oui, des outils, certains que vous pourrez personnaliser dans votre milieu, des affiches, des signets, des bannières web, des choses comme ça qui seront fournies. Qui seront fournis au début, mais qui continueront à être améliorés aussi. Rappelons-nous que c'est vraiment quelque chose, c'est un work in progress. Et là, je vois le temps qui défile, je vais me permettre la petite conclusion. Je ne réouvrirai pas ma présentation PowerPoint, mais je vais vous faire la conclusion ici. Je pense que ça permet vraiment de wrapper le tout en bon français. Donc, il faut se rappeler que le projet Biblius, c'est quelque chose qui est vraiment très collaboratif. Ça se veut que est basé sur un processus itératif. Donc, la plateforme telle qu'elle sera accessible cette année, c'est une première version de la plateforme. Il faut se rappeler que normalement, on aurait dû faire le déploiement restreint avant, avoir les conclusions, l'améliorer et ensuite l'offrir à tous. Mais que là, dans le contexte particulier qu'on vit, on va déployer un peu plus tôt avant d'avoir toutes les conclusions qu'on aurait aimé avoir du déploiement restreint. Ça, c'est une chose. Mais il y a vraiment une volonté de tous les acteurs, le ministère, Bibliopresto, les acteurs de la chaîne du livre, le milieu scolaire, de travailler en collaboration pour continuer à améliorer les choses. Et je pense qu'on va avoir besoin de votre soutien à tous, votre compréhension, votre implication aussi pour pouvoir développer quelque chose qui nous permettra d'ici quelques mois, quelques années d'avoir la bibliothèque scolaire numérique de nos rêves. Je vous remercie beaucoup à tous. Je finis vraiment. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite ou vous avez des informations que vous souhaitez avoir sur le projet, je vous invite à aller voir le site projetbiblius.ca sur lequel vous allez avoir de l'information sur le projet en général, le calendrier de déploiement qui sera déposé très, très prochainement, ainsi qu'une fonction contact où vous pouvez nous écrire et on peut répondre à toutes vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle poursuite dans la journée du numérique du ministère.